grand projet de loi qui nous concerne, c'est sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, l'examen du projet de loi sur la réforme de la Poste va reprendre dans l'hémicycle du Sénat. Les sénateurs vont poursuivre la discussion générale qu'ils ont entamée hier soir. Ils ont déjà pris beaucoup de retard, mais le début de cette séance va surtout être marqué par le dépôt d'une motion référendaire par le groupe socialiste, les Verts, les communistes et le groupe RDSE du Sénat. C'est une motion référendaire qui demande donc un référendum sur le changement de statut de la Poste. C'est en vertu de l'application de l'article 11 de la Constitution qui prévoit que le président de la République peut soumettre au référendum sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées un projet de loi relatif à la politique économique ou sociale ou au service public de la nation. Il faut également rappeler qu'il y a une votation citoyenne qui a réuni près de 2 millions de personnes qui étaient invités à se prononcer pour ou contre le changement de statut de la Poste. Eh bien, pour les sénateurs de l'opposition, il leur est apparu indispensable que cet attachement constaté à l'occasion de cette votation citoyenne se concrétise par voie référendaire. Il faut également préciser que si cette motion est déposée cet après-midi en séance, elle ne sera examinée que demain, mercredi après-midi. Tout de suite donc, direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. J'informe le Sénat qu'en application de l'article 11 de la Constitution et de l'article 67 du règlement, messieurs les présidentes Jean-Pierre Bel, Nicole Borvo-Cohen-Seat, Yvon Collin et plusieurs de nos collègues présentent une motion tendant à proposer au président de la République de soumettre au référendum le projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. En application de l'alinéa 1er de l'article 67 du règlement, cette motion doit être signée par au moins 30 sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, constatation qui sera faite par 2 secrétaires du Sénat qui vont prendre leurs postes respectifs, notamment Madame de Messine et Monsieur François Fortassin. Donc, dès que chacun rejoint son poste, je vais demander à Monsieur l'huissier de bien faire procéder à l'appel nominal. Madame Alquier Jacqueline, Madame André Michel, Monsieur Andréoni Serge, Monsieur Angels Bernard, Monsieur Assouline David, Monsieur le Président Bel Jean-Pierre, Monsieur Béridébat Claude, Monsieur Berthou Jacques, Madame Blandin Marie-Christine, Madame Blondin Marivonne, Monsieur Baudin Yannick, Madame Bonnefoy Nicole, Monsieur Botrel Yannick, Monsieur Bourquin Martial, Madame Bourzet Bernadette, Monsieur Boutan Michel, Madame Bric Nicole, Madame Cartron Françoise, Monsieur Cazot Bernard, Monsieur Colomba Pierre-Yves, Monsieur Dodini Yves, Monsieur Donis Marc, Monsieur Demerlia Jean-Pierre, Monsieur Dezessart Jean, Monsieur Domézel Claude, Madame Durieux Josette, Monsieur Fichet Jean-Luc, Monsieur Frécon Jean-Claude, Monsieur Frima Bernard, Monsieur Gauthier Charles, Madame Gali Samia, Monsieur Godefroy Jean-Pierre, Monsieur Guillaume Didier, Monsieur O Claude,
Monsieur Hervé Edmond, Madame Herviot Odette, Madame Jarot-Vergnol Annie, Madame Chiari Bariza, Monsieur Cratinger Yves, Monsieur Lagauche Serge, Monsieur Lemaine Jackie, Madame Letexier Raymonde, Madame Lepage Claudine, Monsieur Lozac Jean-Jacques, Monsieur Marc François, Monsieur Massion Marc, Monsieur Michael Gérard, Monsieur Mirassou Jean-Jacques, Madame Nicou René, Monsieur Pastor Jean-Marc, Monsieur Patient Georges, Monsieur Patria François, Madame Prince Gisèle, Monsieur Reynaud Marcel, Monsieur Raoul Daniel, Monsieur Repsamen François, Monsieur Sergent Michel, Monsieur Sutour Simon, Madame Tasca Catherine, Monsieur Teston Michel, Monsieur Telade René, Monsieur Young Richard, Monsieur le Président Colin Yvon, Monsieur Tropeano Robert, Monsieur Charras Michel, Monsieur Bailey, Monsieur Mézard Jacques, Monsieur Fortassin François, Madame Escoffier Anne-Marie, Monsieur Milo Jean, Monsieur Chevènement Jean-Pierre, Madame la Présidente Borvo-Cohen-Seat Nicole, Madame Assassi Eliane, Madame Beaufils Marie-France, Monsieur Biou Michel, Madame Pasquet Isabelle, Monsieur Danglot Jean-Claude, Madame David Annie, Madame Demessine Michel, Madame Didier Evelyne, Monsieur le Président Fischer Guy, Monsieur U. Robert, Monsieur Lecam Gérard, Madame Terrade Odette, Madame Maton Josiane, Madame Gontier-Morin Brigitte, Monsieur Ralit Jacques, Monsieur Renard Yvan, Madame Church Mireille, Monsieur Vera Bernard, Monsieur Voguet Jean-François, Monsieur Autin François, Bien, acte est donné du dépôt de cette motion. Je pense que les secrétaires me le confirment. La discussion de cette motion oui, après cette annonce spontanée par reprographie pour la photographie, donc la discussion de cette motion pourra avoir lieu demain matin, mercredi 4 novembre. Bon, s'il vous plaît, je pense que vous m'écoutez derrière vos feuilles, de 9h30 à 12h30. Par analogie avec les propositions de loi, la discussion de la motion débutera par l'intervention de l'un des auteurs de la motion, 20 minutes maximum. Quel est celui qui défendra pour 20 minutes? Je me tourne vers le président Bell, Madame Borvo, Cohen-Seat, Monsieur Collin, c'est le président Bell. Qui donc, voilà, la commission pourra ensuite exprimer son avis sur le texte de la motion, de même que le gouvernement. En accord avec les groupes, le temps des groupes sera déterminé à la proportionnelle du temps, donc réparti, les inscriptions devant être faites au service de la séance pour que nous ayons un débat ordonné et non reprographié avant aujourd'hui 18 heures. Le gouvernement pourra, le cas échéant, naturellement répondre aux orateurs, Monsieur le ministre. Le Sénat se prononcera alors, je vous le rappelle, par un seul vote sur le texte de la motion et par un scrutin public ordinaire. Pour l'heure, nous allons poursuivre la discussion du projet de loi sur la Poste. La parole est maintenant dans la suite de notre discussion générale
à Monsieur Jacques Blanc pour le groupe UMP. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans ce débat passionné, ouvert par des consultations dans des urnes de la rue, qui se prolonge même à l'instant par une motion référendaire, le travail exceptionnel de la Commission des affaires économiques, Monsieur le Président Émorine et Monsieur le rapporteur Hérisson, ce travail formidable que vous avez accompli avec l'accord du gouvernement, Monsieur le Ministre, nous permet, me semble-t-il, de prendre un peu de hauteur et de suivre par là l'appel de la Poste, dont l'emblème, ne l'oublions pas, est un oiseau bleu qui bat pavillon sur les vélos jaunes ou les casquettes des postiers et aujourd'hui sur les Renault jaunes des postiers. Cet oiseau bleu fait aussi partie de l'histoire commune des Français, de leur vie quotidienne et, j'oserais même le dire, fait partie de notre identité nationale. Il est le fleuron d'un bloc non négociable des services publics de proximité qui permet d'assurer le lien entre nous tous. Et vous permettrez au médecin de Lozère que je suis, qui a accompagné des postiers dans la neige, qui sait ce que ces postiers, cet oiseau bleu représente dans le tissu social de notre pays. Permettez-moi de dire oui, que cet oiseau a servi de messager, portant dans son bec les missiles, les cartes postales, les bonnes, mais aussi les mauvaises nouvelles. C'est lui qui, pendant la guerre, a réchauffé le cœur de nos combattants et de leurs familles. C'est lui encore qui, parfois, a porté la nouvelle du drame dans ces familles, dans des hameaux isolés, mais où l'arrivée du facteur représente quelque chose. Alors, personne n'a le monopole du cœur pour les postières ou les postiers. Oui, notre cœur bat avec celui des postières et des postiers. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui? Et nous n'avons pas le droit de les tromper ou de les utiliser à des fins politiciennes. Voilà ce que je voulais dire en l'instant. Mes chers collègues, en effet, de quoi parlons-nous dans ce texte? Il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre à la Poste, oiseau bleu, non pas de le plomber, mais au contraire de lui permettre d'aller de l'avant avec un cap qui soit tracé. Et il s'agit de l'alléger pour qu'il puisse voler plus haut, plus loin et plus vite au service de l'ensemble de la population. Car il y a des faits dont vous êtes responsables comme nous tous. Excusez-moi, l'ouverture de la concurrence au 1er janvier 2011, elle a été voulue par tous les gouvernements de gauche comme de droite, de France, d'Europe et du monde. Et qui peut prétendre qu'il peut y avoir une activité de poste si ce n'est pas ouvert sur l'Europe et sur le monde? Et donc, ce sont des faits. Alors, où on cultive le passé, où on trompe les postières et les postiers, où on trompe les femmes et les hommes de notre pays, où on prend le taureau par les cornes et on essaie de trouver des solutions. C'est ce que vous avez fait dans votre gouvernement, Monsieur le Ministre. Car chacun sait bien que face à cette ouverture, où il y aura la concurrence, elle est incontournable. Face à l'évolution du haut débit, de l'Internet, et à la baisse d'activité que personne ne peut contester,
où on se croise les bras et on dit on ne fera rien, où on ose dire il faut armer la Poste. C'est ce que vous faites avec un statut des capitaux, les 2,7 milliards dont ils ont besoin, dans le respect d'une double ambition, permettre à la Poste de rester ce qu'elle est, une très grande entreprise qui compte dans le monde et dont on peut être fier, même s'il y a de temps en temps quelques problèmes, et répondre aux exigences d'une entreprise de service public. Grâce au travail de la Commission, à la volonté du gouvernement, nous allons inscrire dans la loi que le capital restera public. Qui, c'est un plus. Grâce à la volonté et à l'action de la Commission, on va pouvoir répondre et garder les objectifs d'un service au public. Service au public qui se définit et qui est repris dans la loi. Donc on modernise et on garde les racines. On modernise, on garde une réponse d'exigence de présence territoriale, d'universalité. Personne ne nous croit, mais excusez-moi, regardez ce qui se passe dans le monde entier. Alors moi je dis ici, mes chers collègues, je dis ici que nous voulons sauver ce service public, garder l'universalité, garder un capital public, garder des exigences de présence territoriale. Oui, 17 000 points, ça sera désormais inscrit dans la loi. Oui, renforcer la capacité de partenariat. Et ça s'imposera. Vous avez encore 3 minutes, mon cher collègue. Oui, mais si on me retarde, je peux pas. Je peux pas. Donc il faut arrêter la pendule. Bon, il faut garder la capacité d'un partenariat. Ces agences municipales postales, c'est une bonne réponse. Encore faut-il peut-être qu'on regarde le statut des agents. Et en parallèle aux agences municipales postales, je propose, et j'ai reçu les représentants des postiers à la Canourgue samedi. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je vais suggérer qu'en même temps qu'il peut y avoir des agences postales ou des activités commerciales avec l'activité postale. Pourquoi, dans des bureaux de poste qui ont des activités un peu limites, ne pourrait-on pas associer aux activités postales menées par ces bureaux de poste des activités de partenariat avec ERDF, France Télécommunications ou d'autres? Il faut qu'il y ait le parallélisme. Et j'ai dit à mes postiers de Lozère que je porterai ce message au Sénat. Car je suis sûr qu'au-delà des vociférations ou du jeu, tout le monde est bien conscient que si on ne bouge pas, on condamnera l'avenir même de la Poste. Vous avez obtenu des crédits importants pour le fonds de compensation. C'est une sécurité pour ces 17 000 postes et vous maintenez la règle des 20 minutes ou 5 kilomètres. Mais attendez, sauf peut-être dans certains endroits où il faudra qu'on négocie avec des accords à l'unanimité. Et oui, j'ose dire que parfois il y a des points où il faudra qu'on discute et à l'unanimité de tous les élus. Parce que sur le terrain, droite et gauche, on défend tous la Poste. Voilà la réalité. Vous n'avez pas le monopole du cœur, je vous le dis. Alors, mes chers collègues, il est important que prenant de la hauteur et suivant l'oiseau bleu, on sorte de cette attitude qui n'est pas très digne. Parce que les fausses consultations, ça peut mettre en cause les vraies consultations. Et vous allez discréditer les référendums par une attitude. Quand vous savez que personne ne veut de la privatisation de la Poste, il est quand même facile d'interroger les gens. Qui défend ici la privatisation de la Poste? Alors, mes chers collègues, montrons ce que nous voulons, nous, représentants des territoires ruraux.
Il va falloir conclure. Oui, mais Monsieur le Président, je peux pas. Non, allez-y. S'il vous plaît. Monsieur le Président, je demande quelques minutes. Non, pas quelques minutes. Vous avez encore 30 secondes Voilà. par bonté. Nous voulons un service. Dans le cadre de mon monopole de présidence, voilà. Nous voulons un service universel, unicité tarifaire sur le territoire et distribution 6 jours sur 7. Livraison de la presse sur tout le territoire, présence territoriale avec 17 000 points et accessibilité bancaire. Alors, c'est un dossier qui était passionné, difficile, mais grâce au travail de la Commission et à l'accord du gouvernement, nous sommes fiers de sauver ici le service public de la Poste. Voilà, mes chers collègues. Merci, mon cher collègue. Bien. Nous rangeons les cartons jaunes et nous passons à Madame Evelyne Didier pour le groupe communiste républicain citoyen. La parole, ma chère collègue. Merci, Président. Mes chers collègues, nous allons peut-être revenir à des arguments. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je concentrerai mon intervention sur le défi du maintien de la présence postale, selon les termes mêmes de l'étude d'impact sur ce projet de loi. Le gouvernement se trouve en effet dans une situation paradoxale. Comment faire croire que la présence postale va se trouver renforcée alors même que la transformation de la Poste en société anonyme va la contraindre à une plus grande rentabilité économique indépendamment de son utilité sociale? Je vous rappelle que dans ce cadre, un bureau de poste n'est pas forcément rentable, mais il est avant tout utile. À l'aune de la seule rentabilité financière, ce sont donc des milliers de bureaux qui seront voués à la disparition. À ce titre, la présence postale dans les territoires ruraux a déjà reculé depuis plusieurs années, les obligations de la Poste en termes d'aménagement du territoire étant allégées par les lois successives et les contrats de service public qui préparent l'ouverture à la concurrence. Un rapport de la Commission européenne au Conseil soulignait déjà en 2006 que, je cite, « l'accès aux services postaux dans les régions isolées risquait de pâtir de la mise en œuvre des directives de libéralisation ». Il ne s'agit donc pas d'une inquiétude nouvelle pour les élus et les citoyens qui vous interpellent régulièrement sur cette question. J'ai moi-même, dans mon département, la Meurthe-et-Moselle, été sollicité par de nombreuses communes et autres collectifs de défense qui ne supportent plus la lente agonie de leurs services postaux. Bien avant que la réforme ne soit annoncée, déjà, tout était mis en œuvre pour tuer à petit feu les agences locales, dites non rentables, et inciter les usagers à se rendre dans des centres plus importants. Ainsi, à Onville et à Léhir, par exemple, la réduction de l'amplitude horaire d'ouverture des bureaux se poursuit, posant le problème de l'accessibilité des usagers renvoyés vers d'autres bureaux de poste. À Léhir, la prise d'activité des facteurs a été transférée au centre voisin, 20 km de leur tournée. À Onville, l'unique agent du guichet n'est remplacé que de façon aléatoire lors de ses absences. Les usagers sont avertis le jour même par un écriteau sur la porte de la fermeture ou, le cas échéant, des horaires du jour. À cela, la Poste répond que les clients peuvent désormais traiter la plupart de leurs opérations sur Internet. C'est oublier que souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont aussi confrontées à l'isolement en termes de réseaux de télécommunications. Je pense particulièrement ici aux personnes âgées. Comment ne pas s'émouvoir alors des conclusions de la commission Ayret, qui souhaite que les surcoûts liés aux missions de service public, notamment en termes d'aménagement du territoire, diminuent pour arriver à l'équilibre? De quel équilibre parlons-nous? Si l'État continue sa participation au capital, parallèlement, il se désengage du financement des missions de service public. Il doit ainsi 1 milliard à la Poste au titre des missions de service public. La priorité est donc le remboursement des charges indues. En outre, le changement de statut fait peser un risque sur ces missions, à savoir, je les rappelle, l'accessibilité bancaire, la distribution de la presse, le service universel postal et l'aménagement du territoire. Vous nous direz que celles-ci sont confortées par la loi, mais comment faire sans financement? L'article 2 bis affirme vouloir graver dans la loi la présence de plus de 17 000 points de contact. Mais de quoi parlons-nous? Depuis que le processus de libéralisation est entamé, le nombre de bureaux de plein exercice a chuté, passant de 14 147 bureaux en 1999 à 11 422 fin 2008. Parallèlement, le nombre d'agences postales communales n'a fait qu'augmenter, ainsi que celui des relais postes. Or,
On ne fait pas les mêmes choses dans un simple relais de poste ou dans un bureau de plein exercice. Quant aux agences postales, elles sont le résultat d'un chantage à la présence postale. Les collectivités qui font ce choix pour leurs concitoyens supportent une charge indue et mal compensée puisque l'aide apportée atteint péniblement les 900 €. Ce que vous nommez donc publiquement partenariat, nous l'appelons du racket. Cette logique est assumée par la direction de la Poste qui estime que la transformation de 500 bureaux de poste par an en agences communales ou en relais poste pourrait permettre de ramener le surcoût généré par cette mission d'aménagement du territoire à 260 millions en 2011. Il s'agit donc bien de réduire la présence postale. Une telle logique fait craindre le pire pour la mission de service public liée à l'accessibilité bancaire, qui n'est assortie, elle, d'aucune obligation territoriale. Pour remplir les obligations en termes d'aménagement du territoire, la loi dite régulation postale a instauré un fonds de péréquation de la présence postale, au sujet duquel la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a regretté que ces modalités de financement ne soient pas précisées et dont les moyens restent à la fois insuffisants et incertains. En effet, celui-ci est abondé par l'exonération sur la taxe professionnelle. Ça vous dit quelque chose, taxe professionnelle, dont bénéficie la Poste à hauteur de 85%. Encore quelques secondes, Madame Didier. 100% maintenant grâce à la Commission du Sénat, alors que cette taxe est appelée à disparaître dans la loi de finances. Comment ce fonds sera-t-il alimenté demain? Mystère. Les directives européennes n'interdisaient pas de faire supporter à l'ensemble des opérateurs une obligation de desserte de l'ensemble du territoire. Pourquoi ne pas avoir fait jouer cette obligation? D'ailleurs, les directives n'obligent nullement à changer de statut. La définition des normes de qualité de service et des règles d'accessibilité des bureaux demeure également une prérogative nationale. Nous ne voulons pas d'une telle modernisation. Les exemples sont aujourd'hui trop nombreux dans toute l'Europe qui prouvent que l'ouverture à la concurrence cumulée au changement de statut se traduit par une dégradation des services. En Suède notamment, on parle couramment de la règle des 1/3. La libéralisation a entraîné la suppression de 1/3 du personnel et de 1/3 des bureaux de poste. Ceci sans compter le fait que le prix du timbre a augmenté de 40% pour l'usager et baissé de 30% pour les entreprises. Voilà la modernisation que vous nous proposez. La logique est donc toujours la même. L'État se désengage. Pour toutes ces raisons, nous serons des opposants déterminés à ce texte qui sonne le glas des missions de service public confiées à la Poste, mettant de fait en péril la cohésion nationale et le pacte républicain. Je vous remercie de votre attention. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Madame Bariza Chiari pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous présentez ce projet de loi dans un contexte particulier. L'inquiétude de la société française est palpable, inquiétude face aux politiques de libéralisation menées tambour battant par votre gouvernement, inquiétude face à la précarité montante, inquiétude liée au sentiment de déclassement, inquiétude pour l'avenir de la nouvelle génération, inquiétude pour l'avenir du territoire. Ce qui, hier, était assuré est aujourd'hui susceptible d'être remis en cause à tout moment. Le lien social se délite, on peut y voir l'émergence de l'individualisme et le recul des solidarités traditionnelles. Pour ma part, ce délitement, cette dissolution, je l'impute au libéralisme non tempéré que vous appliquez à tous les pans de notre économie. La généralisation et la banalisation du travail dominical fragilisent les familles. Le paquet fiscal contesté jusque dans vos rangs privilégie les plus aisés et fait reporter la fiscalité sur les ménages de classe moyenne. Parallèlement à ces dérégulations qui précarisent chaque jour davantage nos concitoyens, brouillent leurs repères, dégradent leur vie quotidienne, vous menez une politique qui se résume à l'affaiblissement des solidarités collectives issues du programme du Conseil national de la résistance que vous détricotez avec constance. La cible principale, c'est notre système de protection sociale et le service public. Non seulement le périmètre du service public s'est réduit comme peau de chagrin, mais là où il est irremplaçable, indispensable, comme la santé et l'éducation, vous ne lui donnez plus les moyens d'être un service de qualité. Pour dissiper ce climat anxiogène et occulter les vraies difficultés sociales et économiques, votre gouvernement nous propose comme remède un débat sur l'identité nationale. Le tempo est choisi à dessein, les Français l'ont bien compris. D'une part,
la manœuvre de diversion face à leurs problèmes quotidiens et notamment à la dégradation de l'emploi, et d'autre part, des visées électoralistes qui ne trompent personne. Dans ce débat sur l'identité, apparaîtra sans doute que l'attachement au service public, notamment à la Poste, est une des composantes fortes de cette identité. Le lien affectif des Français avec la Poste et son personnel excède largement son rôle économique, tant ce rôle social est important. Vous avez les yeux rivés sur un tableau de bord, vous contentant de mesurer les performances financières, les coûts et les surcoûts, sans vraiment prendre la mesure de l'attachement de nos concitoyens à leur poste. C'est pourquoi la votation citoyenne a rencontré un si fort écho dans la population, et là, vous avez commis une erreur d'appréciation puis une faute. Votre erreur d'appréciation est de ne pas avoir anticipé une telle mobilisation. Votre faute, c'est de l'avoir discréditée en l'assimilant à une mascarade, en la dénonçant comme une manipulation. Comment un gouvernement issu d'un mouvement dit populaire peut-il à ce point mépriser une expression populaire d'une telle ampleur? Dans un ouvrage intitulé « Facteurs de France », on s'aperçoit que les 100 000 facteurs qui sillonnent la France 6 jours sur 7 contribuent à constituer un lien social fort et que leur passage quotidien représente un rythme important pour nombre de nos concitoyens, qu'en intervenant ainsi, ils contribuent à incarner chaque jour l'égalité républicaine et l'unité du territoire. Tout comme les hussards noirs de la République, le postier est l'image de la République. Ce projet de loi, aussi bien le titre 1 consacré au changement de statut que le titre 2 transcrivant la dernière directive postale, est une menace forte sur les missions de service public détenues par la Poste. Le gouvernement nous assure qu'il n'est pas question d'ouvrir à des actionnaires privés le capital de la Poste. Les expériences récentes nous montrent qu'un changement de statut est bien l'antichambre de la privatisation. D'ailleurs, un proche conseiller du président de la République ne dit pas le contraire. En parlant de la Poste, il a déclaré ce matin qu'il n'y a pas de garantie éternelle, contrairement à ce que vous dites en évoquant le verrou du service public à caractère national. Le financement des missions de service public de la Poste est compromis, notamment la mission de présence postale. Même en portant à 100%, comme l'a proposé notre rapporteur, l'abattement de la taxe professionnelle et la future cotisation complémentaire, le fonds de péréquation assurant la présence postale demeurerait sous-alimenté. Le titre 2 de ce projet de loi, en entérinant la fin du secteur réservé, fragilise le principe de la péréquation tarifaire, instrument essentiel de l'égalité républicaine. La création d'un fonds de compensation abondé par les nouveaux entrants, soit en fonction du volume, soit en fonction du chiffre d'affaires, n'y changera rien. À court terme, l'un des derniers services publics de proximité est voué à disparaître de nos territoires les plus fragiles, c'est-à-dire des moins rentables. Mes collègues ont évoqué le rôle essentiel de la présence postale dans les zones rurales. Pour ma part, j'aimerais insister sur la présence postale à Paris et dans les zones urbaines sensibles. En 1998 déjà, dans un rapport baptisé « Demain la ville », notre collègue Jean-Pierre Sueur s'alarmait déjà. Alors que les 315 000 employés de la Poste à l'époque faisaient qu'on comptait un employé postal pour 180 habitants, les habitants des zones urbaines sensibles voyaient ce ratio passer à 1 pour 670. 40% des zones urbaines sensibles ne comportaient aucun bureau de poste, alors qu'elles représentaient une population de plus de 4 millions de personnes. Les chiffres sont-ils différents aujourd'hui? On compte aujourd'hui un bureau de poste pour 15 000 habitants en Seine-Saint-Denis, c'est catastrophique. Les effectifs sont également faibles, ce qui explique que le moindre incident vient perturber l'ensemble du trafic. On relève ainsi que les non-remplacements de personnel absent se traduisent par une ou plusieurs journées sans distribution dans certains secteurs de la première couronne. N'oublions pas que la première couronne comporte pourtant un nombre d'entreprises extrêmement important qui participent à la vitalité économique de l'Île-de-France. Certains courriers, considérés comme non prioritaires, sont distribués de manière aléatoire et différée. À cela s'ajoutent les temps d'attente de plus en plus importants au guichet. Alors que les quartiers sensibles souffrent déjà
d'un certain nombre de malaises économiques et sociaux, d'une relégation par rapport à d'autres territoires de la République, va-t-on de surcroît leur imposer un recul supplémentaire en limitant leur accès aux services de la Poste? Car telle est bien la question. En prenant le chemin d'une limitation progressive de l'implication de l'État dans l'entreprise Poste, on se prive d'un outil fondamental et nécessaire pour aider certains territoires. On renonce à vouloir reconquérir les territoires dits perdus de la République. La convention signée en 1997 entre l'ANRU et la Poste déclarait pourtant « La Poste a un rôle vis-à-vis des zones urbaines sensibles en améliorant l'accessibilité des services postaux aux populations de ces quartiers, en favorisant une desserte de qualité et un travail de proximité. » Lorsque des logiques de rentabilité seront au cœur du fonctionnement de l'entreprise, comment pourra-t-on envisager des politiques d'aménagement du territoire qui soient vraiment efficaces? Cela aura-t-il un sens? Ne nous privons pas d'un instrument efficace pour aller vers ces quartiers. Parce que le service public est consubstantiel de notre modèle social, modèle auquel nous sommes attachés, parce qu'il est d'une part porteur de valeurs de solidarité et d'autre part un amortisseur social en temps de crise pour les plus défavorisés. Il vous faut conclure dans quelques secondes. Je conclus, Monsieur le Président. Le groupe socialiste s'opposera résolument à ce projet. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Monsieur Christophe-André Frassa pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le projet de loi dont nous entamons depuis hier la discussion a déjà fait écouler beaucoup d'encre et a déjà fait l'objet d'un travail de sape constant de la part de certains syndicats et partis politiques d'opposition. Au regard des enjeux auxquels la Poste devra faire face à compter du 1er janvier 2011, il faudrait être aveuglé par je ne sais quel dogme ou tout simplement inconscient pour ne pas comprendre qu'il faille lui faire bénéficier d'une plus grande liberté de manœuvre. Aussi, je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre implication personnelle dans cette réforme et pour avoir voulu que le débat parlementaire soit abordé de la manière la plus ouverte possible. Pour cela, je tiens à vous renouveler tout mon soutien pour faire aboutir cette nécessaire réforme de la Poste afin de garantir sa compétitivité face aux nouveaux défis. À la lecture du compte-rendu de l'audition de Christian Estrosi devant la Commission de l'économie, je souhaiterais appeler votre attention sur deux problématiques figurant dans le projet de loi, à savoir d'une part la détention du capital de la Poste et d'autre part le rôle de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'article 1er du projet de loi fait évoluer le statut juridique de la Poste en le transformant, à compter du 1er janvier 2010, en société anonyme. Suivant la volonté exprimée par le Président de la République en décembre 2008, le gouvernement s'était engagé à ce que le capital de la Poste soit et reste détenu à 100% par l'État ou par d'autres personnes morales appartenant au secteur public. Je me félicite que les débats de la Commission de l'économie sur la rédaction de l'article 1er aient amélioré de manière conséquente sa finalité et je tiens ici à saluer l'initiative de notre rapporteur Pierre Hérisson qui a souhaité que le capital soit détenu à hauteur de 100% par l'État et par d'autres personnes morales appartenant au secteur public. Cependant, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer que le capital de la Poste soit détenu par l'État et la CDC plutôt que d'autres acteurs institutionnels publics dont les intérêts pourraient fluctuer en fonction des desiderata des actionnaires privés de ces opérateurs. Souhaitant donc aller plus loin, l'amendement que je présenterai permettra de garantir, en plus de l'État, que seules des institutions financières publiques françaises qui exercent des activités d'intérêt général pour le compte de l'État pourront entrer au capital de la Poste. À ce jour, et à ma connaissance, seule la Caisse des dépôts et consignations répond à ces critères. Cela permettrait, je crois, de ne pas fermer les portes du capital de la Poste à des institutions similaires à la CDC, tout en restant vigilant quant à ceux qui souhaiteraient y entrer à l'avenir. Répondant à mon courrier à ce sujet, Christian Estrosi m'a écrit, je cite, qu'il partageait mes observations sur le fait que seul l'État et la Caisse des dépôts doivent pouvoir détenir le capital de la Poste. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler lors de la discussion des articles. Le titre 2 du projet de loi élargit les missions de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et définit les obligations de la Poste vis-à-vis de celle-ci. Selon la lecture que l'on pourrait faire des articles du titre 2,
L'autorité de régulation semblerait n'imposer des contraintes qu'à la seule Poste, sans que cela concerne les futurs concurrents de cette dernière. Même s'il est évident à mes yeux que les futurs prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L3 du Code des postes et communications électroniques seront soumis aux mêmes obligations que celles mentionnées à l'article 20 du projet de loi, j'estime nécessaire que le gouvernement le précise noir sur blanc afin de dissiper tout doute sur ce point. Dans un contexte où, sur un sujet de cette importance, l'opinion publique a été abreuvée quotidiennement de contre-vérités, cela éviterait de faire accroire à un traitement différencié entre la Poste et ses futurs concurrents. Aussi, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir me confirmer que la Poste et l'ensemble des opérateurs qui officieront sur le territoire national seront traités sur un même pied d'égalité par l'autorité de régulation. Enfin, Monsieur le Ministre, le gouvernement s'est engagé à maintenir et préserver la présence de la Poste sur l'ensemble du territoire, que ce soit en zone rurale et de montagne, ainsi que sur les territoires les plus éloignés. Votre projet de loi garantit pour la première fois, chose qui ne l'était pas précédemment, les 4 missions de la Poste. Ainsi, les critères actuels d'accessibilité au réseau des points de contact au titre du service universel seront maintenus et les articles 2 et 3 consacrent et assurent la mission d'aménagement du territoire de la Poste, ce dont je me réjouis. Vous avez même proposé d'aller au-delà en prenant des engagements en matière de maintien du périmètre de la mission d'aménagement du territoire ou de pérennité de son financement. Partout où elles sont présentes, les agences postales communales et les points relais commerçants compensent en partie les carences et remplissent particulièrement bien leur rôle. Leurs premiers résultats sont d'ailleurs significatifs. Vous avez marqué votre volonté de poursuivre leur développement et je m'en félicite. Cependant, comme l'a si bien souligné mon collègue Jacques Blanc, il serait judicieux de réfléchir dès aujourd'hui à la possibilité de mutualiser les services publics et d'étendre les missions purement postales de ces bureaux très retirés. Il m'apparaît nécessaire de sortir du schéma classique où seules la Poste et les collectivités territoriales auraient leur mot à dire, schéma qui conduit inéluctablement à ne raisonner qu'en termes de coûts financiers, avec une Poste qui se désengage de ses bureaux non rentables et des collectivités territoriales qui refusent d'accroître leurs charges et la fiscalité locale. Offrir sous un même toit une gamme élargie de services débordant largement de ceux traditionnellement offerts par la Poste et répondant soit à des activités reconnues socialement nécessaires, soit à des services d'intérêt général indispensables aux besoins de nos concitoyens pourrait être une solution. Ces points d'accueil pourraient assurer la prestation des services publics aujourd'hui absents ou disparus. Ils pourraient offrir par ailleurs toute forme de conseil, expertise et services dans des domaines aussi variés que l'aide à la personne, la garde d'enfants ou les services domicile. Ils pourraient enfin aider à la création d'emplois et à l'insertion professionnelle durable. Même si cette réflexion sort un tout petit peu des débats que nous engageons aujourd'hui, vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que nous ne pourrons aider la Poste à se développer face à ses concurrents sans réfléchir à l'évolution de ses points d'accueil dans les zones les plus retirées de notre pays, et ce, dans le cadre de sa mission de service public auquel tous nos compatriotes sont très attachés. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame Annie David pour le groupe communiste républicain citoyen, sénateur des partis de gauche pour 4 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Je compte sur vous. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on ne le sait que trop, toute réforme structurelle d'une entreprise s'accompagne de casse, tant sociales que des conditions de travail. Aussi, je souhaite vous faire part des craintes importantes des personnels sur votre réforme. La Poste aujourd'hui, tous métiers confondus, c'est 287 000 salariés, dont 142 000 fonctionnaires, 145 000 salariés de droit privé dits contractuels, soit en CDI, soit en CDD. C'est aussi plus de 200 filiales en France et à l'étranger. On constate la diversité de structures et de situations des salariés regroupés en de nombreux métiers, parfois très différents, mais tous complémentaires pour accomplir leur mission de service public. Résultat de l'histoire, cette diversité est aussi la conséquence de choix délibérés et constants des pouvoirs publics et des dirigeants de la Poste d'aller à marche forcée vers une société commerciale filialisée. Déconstruire et diviser par activité, c'est finalement classique, Monsieur le Ministre, c'est diviser pour mieux réformer. Une des conséquences de la transformation des PTT en France Télécom et La Poste fut le choix donné aux salariés d'être reclassifiés ou reclassés. Traduisez par demeurer fonctionnaire ou intégrer la nouvelle structure et devenir un contractuel soumis au droit privé. A ainsi été créée une catégorie de salariés que l'on pourrait nommer les ni tout à fait des salariés de droit privé, car ils n'en ont pas tous les droits,
ni plus tout à fait des fonctionnaires. Après des années de lutte, elles et ils sont toujours dans une situation de discrimination dont le rapport Larcher, d'ailleurs, Monsieur le Président, en 2002, en soulignait déjà le caractère anormal. Ainsi coexistent aujourd'hui une multitude de situations salariales et régimes juridiques hétérogènes et inégalitaires, un ornithorynque juridique, selon les dires mêmes des personnels. Cette superposition de régimes laisse perdurer de nombreuses zones de non-droit. Après un moins-disant salarial et une aggravation des conditions de travail, votre énième réforme, si elle était adoptée, représenterait en outre un nivellement par le bas des retraites, car cela entraînerait pour ces salariés un passage de l'IRCANTEC vers la GIRC, entraînant une augmentation des cotisations et une baisse des retraites. De même, l'IRCANTEC n'y survivrait pas à terme. Alerté sur cette question, le ministre Estrosi s'est engagé en commission à trouver une solution qui satisfasse toutes les parties. Sachez que nous serons très vigilants quant aux suites données sur ce dossier primordial. Il en est de même de la proposition d'action gratuite en direction des salariés. D'une part, seuls les cadres pourraient y prétendre, donc nous ne pouvons y souscrire, d'autant qu'un tel dispositif, associé à celui des primes, autre proposition de ce projet que nous contestons, favorise une politique de bas salaire. D'autre part, cette option n'étant valable que 2 ans, cela aboutira à terme à des reventes de la part des salariés avec les risques d'une privatisation indirecte et rampante. Et vous voudriez nous faire croire que jamais la Poste ne sera privatisée. Avec cette réforme, la Poste deviendrait une société anonyme, comme France Télécom, issues toutes deux des PTT, et l'on ne peut s'empêcher de regarder leur destin parallèle. Ainsi, à France Télécom, nous sommes face à de dramatiques situations humaines, et il faut savoir qu'à la Poste, il y a déjà énormément de salariés qui souffrent de cette gestion du personnel pathogène. Nous ne prenons pas le statu quo en refusant le passage de la Poste en une société anonyme. Au contraire, nous appelons de nos vœux une réforme d'envergure qui se traduirait pour les usagers par la pérennisation d'un véritable service public de la Poste et pour les salariés par l'acquisition d'un statut juridique unifié, notamment grâce à la convention collective unique comportant des droits pour toutes et tous, au moins équivalents à ceux contenus dans le Code du travail. Pour conclure, à l'heure où l'on commence à mesurer l'étendue et la gravité de la souffrance au travail, la mission parlementaire de notre commission des affaires sociales sur le mal-être au travail en témoigne. À l'heure où certaines entreprises commencent à revenir en arrière et où l'actualité nous rappelle chaque jour les dégâts humains que l'ultralibéralisme engendre, cette réforme est déjà dépassée et n'est plus en phase avec les besoins des populations en ce début de XXIe siècle. Voilà pourquoi nous voterons contre la transformation de la Poste en SA, justifiée par aucune nécessité économique structurelle salariale, si ce n'est celle d'une future privatisation de la Poste. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Roland Courteau pour le groupe socialiste et pour 8 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Une première remarque, si vous le voulez bien. Ce sont bien les gouvernements de droite qui ont conduit la négociation de la 3e directive postale. On est d'accord? C'est bien le ministre François Loos qui avait averti que si la France estimait insuffisantes les garanties concernant le financement du service universel, elle demanderait le maintien du secteur réservé. On est d'accord? Cependant, la proposition de directive n'a pas été fondamentalement modifiée. Et pourtant, la France n'a rien demandé et a approuvé le texte européen. Et seuls les eurodéputés de gauche s'y sont opposés, et pour une bonne raison. En fait, tout le discours ultralibéral de la Commission européenne se retrouve dans cette directive que le gouvernement a avalisée. Deuxième remarque. Franchement, Monsieur le Ministre, à qui voulez-vous faire croire que pour affronter la concurrence et se moderniser, la Poste est dans l'obligation de changer de statut? Tout le monde est persuadé qu'il y a véritablement là anguille sous roche et que la transformation en société anonyme constitue le premier pas vers la privatisation. Mais oui, le précédent GDF rôde encore ici au-dessus de nos têtes.
Nul n'a oublié dans le pays que le ministre Nicolas Sarkozy avait promis urbi et orbi de ne pas privatiser Gaz de France. D'ailleurs, instruits par ce précédent et quelques autres, les Français peuvent vous écrire la suite de l'histoire de la Poste si celle-ci devient demain société anonyme, surtout après les propos du conseiller de l'Élysée ce matin même. Ainsi, un à un, les piliers du service public à la française tomberont au champ d'honneur. Ainsi, et quoi que vous nous disiez, vous avez choisi de vous attaquer à l'un des seuls symboles du service public encore debout. Et ce ne sont pas les faux remparts que vous faites mine d'ériger contre la dérive de privatisation ainsi engagée qui rassureront les Français. M. Teston s'est largement exprimé par rapport à cette digue de papier que pourrait être l'amendement faisant de la Poste un service public national. En vérité, le sort de l'entreprise a été décidé et ficelé depuis longtemps. Le gouvernement a pioché dans le rapport Ayeré l'habillage du moment pour préparer ce qui a toujours été envisagé par la droite, la privatisation future de la Poste. C'est votre choix. Assumez-le. Inutile d'invoquer l'Europe ou des questions de technique de financement. En fait, ce changement de statut est surtout dogmatique. Et vous avez décidé d'engager une bataille idéologique contre les services publics. Alors vous nous trouverez face à vous, car notre volonté est de garantir et de sauvegarder une entreprise publique dont l'utilité sociale et économique est reconnue de tous. Et ce choix-là, nous l'assumons. Notez bien que c'est cette même volonté qui s'est affirmée lors de la votation citoyenne. Une votation que certains ici ont tenté de disqualifier. Je rappelle que cette forme de référendum fut inspirée par celui mis en œuvre par la Ligue des droits de l'homme et qu'il fallait être majeur, présent physiquement et signer une liste d'émargement. Dans l'Aude, par exemple, 45 000 votants sur une population de 320 000 habitants se sont déplacés pour montrer leur attachement à la Poste. À ceux qui doutent, à ceux qui dénigrent ici, je leur dis que les listes d'émargement sont disponibles et à leur disposition. Et mon collègue Marcel Reynaud ne me démentira pas. Une votation que plusieurs membres du gouvernement ont voulu ignorer ou qu'ils ont même dédaignée. Et c'est cette même volonté, mesdames et messieurs, qui se serait affirmée très largement si le gouvernement avait accepté d'organiser un référendum. Et oui, l'attachement des Français à la Poste est très fort, car la Poste n'est pas une entreprise comme une autre. La Poste, c'est bien plus qu'un réseau de transport et de distribution. C'est un vecteur de lien social, de développement économique et d'aménagement du territoire. C'est le symbole du service public à la française. C'est le symbole de l'égalité républicaine. Admettez, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs de la majorité, que les sociétés de l'avenir ne sauraient être vouées totalement à la performance et à la réussite financière. Admettez, comme d'autres l'ont écrit, que la solidarité et le dévouement au bien commun, ainsi qu'une organisation fondée sur l'intérêt collectif, c'est-à-dire le service public, puissent équilibrer la toute-puissante logique de la rentabilité. Monsieur le ministre, votre projet est néfaste pour le service postal et pour les personnels. Vous persistez à refuser un référendum. Nous persistons à considérer que le peuple a son mot à dire, car la Poste, c'est la propriété des Français. Pourquoi refusez-vous de consulter les Français sur un projet dont les enjeux sont particulièrement lourds par rapport au lien social dans les zones rurales comme dans les quartiers populaires et par rapport à l'aménagement du territoire? Auriez-vous peur du résultat si, plutôt que d'ignorer ou de dédaigner la votation citoyenne du 3 octobre, le gouvernement avait pris la peine de prendre en considération cette mobilisation? Il aurait pu constater que l'attachement des Français au service public de la Poste débordait largement les frontières partisanes. Sachez-le, des citoyens de gauche
comme de droite sont venus exprimer cet attachement à ce service public. De toute manière, tôt ou tard, vous n'échapperez pas au référendum d'initiative populaire, car il faudra bien qu'un jour ou l'autre soit inscrit à l'ordre du jour des travaux du Parlement le projet de loi organique relatif à cette disposition constitutionnelle. Et là, vous verrez ce que pense réellement le peuple. Oui, votre projet est néfaste pour le service public. Oui, nous considérons que le statut public de l'entreprise constitue une garantie nécessaire dans le domaine de la préservation des missions de service public ou du contrôle de la stratégie du groupe et que le statut d'exploitant autonome public nous paraît tout à fait adapté à la modernisation de la Poste et à son développement. Oui, nos craintes avec le changement de statut de la Poste sont particulièrement fortes. Non, nous ne voulons pas que la Poste devienne un vestige de notre modèle social. Par ailleurs, le projet de loi en l'état ne garantit pas un financement suffisant et pérenne des missions de service public. Ni le fonds de compensation du service universel postal, ni le fonds national de péréquation postale territoriale, même après les modifications de la Commission, ne disposent de ressources suffisantes et pérennes dans un contexte de réforme de la fiscalité locale. Nous proposons donc des amendements sur cette question majeure à nos yeux, car en l'absence d'un financement intégral, la Poste accentuera la recherche de diminution de ses coûts, suppression d'emplois, réduction de la présence postale, remise en cause de la distribution du courrier 6 jours sur 7 et à J+1. En conclusion, je dirais que pour que la Poste poursuive son développement et sa modernisation, elle doit aussi pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de son personnel. Et pour cela, la Poste doit disposer d'un pacte social ambitieux afin de préserver l'emploi et assurer de bonnes garanties sociales aux postiers. J'ai récemment reçu des courriers où il était écrit, je cite, « Il vous appartient de choisir entre l'aventure et le bon sens, entre l'intérêt général et une orientation mercantile. » Fin de citation. Eh bien, Monsieur le ministre, vous l'avez compris, mon choix, qui est celui aussi du groupe socialiste, est fait. C'est celui du bon sens et de l'intérêt général, et voilà pourquoi nous nous opposerons à votre projet. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Salut Alain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je rappelle, moi aussi, que la Poste occupe une place centrale dans la vie quotidienne de dizaines de millions de Français, aussi bien par les missions qu'elle assume partout sur le territoire que par la mission sociale forte. Et elle est, c'est important de le dire, le premier employeur après l'État. Ces dernières décennies, la Poste a su évoluer et s'adapter aux mutations de l'économie et de la société. Il est vrai que ces derniers mois, nous avons su, avec des textes qui étaient proposés par la majorité, soutenir le projet de banque postale, et dans ce projet, il était bien convenu que la Poste devait rester implantée au maximum sur les territoires. La banque postale est une réussite totale parce que ses dirigeants ont su gérer sans s'aventurer, contrairement à ce qu'ont fait d'autres groupes. Pourtant, la Poste aujourd'hui est confrontée à un bouleversement majeur de son environnement qui pourrait rendre son avenir incertain. En particulier, l'insuffisance de ses fonds propres l'empêche de procéder aux investissements nécessaires pour affronter ses concurrents les plus directs. Or, son statut actuel, chacun n'a pas la même vision, d'établissement public ne l'autorise pas à accéder à des sources de financement élargies. Pour y remédier, une modification de sa forme juridique est aujourd'hui nécessaire. Tel est le sens du projet de loi qui nous est soumis. Je voudrais insister sur 2 points sur lesquels le gouvernement aussi s'est engagé, qui me paraissent essentiels. C'est la présence territoriale, tout le monde est concerné et tout le monde le souhaite,
Et le deuxième point, tout le monde le souhaite aussi, c'est le maintien du caractère entièrement public de l'entreprise. Notre commission des affaires économiques, à l'initiative de son rapporteur Pierre Hérisson et d'autres sénateurs aussi, et Pierre Hérisson fait un travail remarquable dans le domaine de la Poste depuis des années, a tenu à ce que nous apportions des garanties pour répondre aux inquiétudes manifestées sur le maintien des 17 000 points de présence postale. Ainsi a-t-elle décidé que le nombre de points de contact de l'opérateur sur le territoire national ne pourra être inférieur à 17 000, disposition qui mérite naturellement d'être pleinement approuvée, et le gouvernement, Monsieur le Ministre, s'est engagé à son tour sur ce point. La Poste prendra aussi la forme juridique d'une société anonyme tout en demeurant une entreprise publique. Le ministre a été très précis hier. Le texte crée simplement le cadre juridique qui permet au groupe La Poste de recevoir une augmentation de capital par une souscription de l'État ou d'établissements publics dépendant directement de l'État. La Poste a besoin d'un minimum de 2,7 milliards pour arriver au même niveau de compétence et de compétitivité que les autres postes européennes. Cet apport sera exclusivement le fait de l'État ou d'entreprises publiques. Pas un seul euro ne devra provenir du secteur privé, notre commission ayant précisé qu'en dehors de l'État, seules les personnes morales de droit public pourraient détenir une part de son capital. Enfin, la transformation en société anonyme ne changera en rien la situation des personnels, fonctionnaires et contractuels, les fonctionnaires conservant leur statut et les garanties d'emploi et de retraite qui y sont associées. Et sous réserve des garanties qui vont être apportées au cours de nos débats concernant le régime de retraite des agents de droit privé actuellement employés par la Poste. Au fur et à mesure des jours de réflexion sur ce texte, des réunions de la Commission, le projet évolue dans des conditions plus satisfaisantes et plus sécuritaires pour nos populations et nos territoires. Et ce projet répond aujourd'hui à nos préoccupations, à celles des territoires et celles des habitants, mais nous saurons aussi défendre son projet sur le territoire et nous saurons nous faire comprendre par les populations qui savent que nous voterons un bon texte. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Jean Desessard, rattaché au groupe socialiste, qui, une fois l'effet de surprise passé, à 8 minutes. Voilà. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Après les excellentes interventions de mes collègues socialistes, communistes, radicaux de gauche, excellente, éminente intervention. Mais une simple interrogation sur votre présence à ce débat, Monsieur le Ministre. Ah, je ne parle pas du ministre ici présent, mais du ministre qui est absent. Le ministre de l'Industrie. Je pense qu'il aurait été plus symbolique, plutôt que de faire traiter ce sujet par le ministre de l'Industrie, pour montrer que la Poste n'est pas une entreprise comme une autre, de le faire traiter par M. Éric Woerth, ministre du Budget, qui aurait pu nous parler de l'investissement de l'État, ministre des Comptes publics, qui aurait pu nous parler du suivi de la Caisse de dépôt, ministre de la Fonction publique, qui aurait pu nous parler de la mission de service public de la Poste, et ministre de la réforme de l'État pour la modernisation nécessaire de cet établissement public. Vous donnez un mauvais signe en donnant ce projet de loi, en faisant traiter ce projet de loi par le ministre de l'Industrie. Une seconde remarque sur le second volet qui concerne la libéralisation, ou en termes plus académiques, la transposition de la 3e directive européenne concernant le secteur postal. L'argument souvent repris ici est qu'il faut s'adapter à la législation européenne et qu'il faut donc, en conséquence, soumettre
le secteur postal à la concurrence et qu'il faut libéraliser le marché. Certes, mais pour un peu, on vous entendrait exprimer des regrets d'aboutir à cette situation. Mais si. Et alors, qui a voté cette directive européenne si douloureuse à appliquer? Pas les eurodéputés verts, ils s'y sont opposés. Bien sûr, ce sont les eurodéputés UMP. Est-ce une erreur de manipulation des boutons de vote de tout un banc d'eurodéputés, à l'instar du député Jean-François Lamour, qu'on l'on avait connu plus habile dans la maîtrise des touches? Bien sûr que non, puisque cette directive a aussi reçu l'aval des ministres de votre gouvernement. Donc, l'UMP, au niveau européen, est pour la libéralisation du marché postal, l'ouverture à la concurrence. Et l'on voudrait nous faire croire qu'il y a une coupure totale entre les parlementaires UMP de Bruxelles et les parlementaires UMP du Palais du Luxembourg. Cela ferait désordre pour un parti aux commandes qui joue un rôle important au niveau européen et dont le chef incontesté se targue de moraliser le capitalisme et de supprimer l'ensemble des paradis fiscaux de la planète. Alors soyons sérieux et considérons que la ligne politique et idéologique de l'UMP est l'ouverture de la concurrence dans le secteur postal. Oui, mais voilà, ce n'est pas aussi simple de la mettre en œuvre dans notre pays si attaché au service public à la française, car le gouvernement craint la mobilisation des salariés de la Poste, le rejet de la réforme par l'opinion, attachée aux voitures jaunes, aux oiseaux, enfin tout ce qui vient, sillonnant les campagnes. Cela a été confirmé le 3 octobre par la participation de plus de 2 millions de personnes à votation citoyenne. Il craint également la rébellion d'élus ruraux, soucieux de la présence de services publics sur l'ensemble du territoire. Si, mes chers collègues, cela existe, la résistance de l'UMP à certaines réformes. Et le rejet du projet de loi par le Conseil constitutionnel, je fais référence au 9e alinéa du préambule de la Constitution de 1946. C'est pourquoi le gouvernement avance masqué. Pour étouffer les résistances, vous clamez avec des accents de sincérité, la main sur le cœur, que vous souhaitez que la Poste reste une entreprise publique, qu'il ne s'agit en aucun cas de privatiser, et même de la rendre imprivatisable. Je ne reviendrai pas sur les précédents. Pourtant, la démarche est connue, habituelle. D'administration publique, on devient établissement public. D'établissement public, on devient SA à capitaux à 100%. D'SA à capitaux à 100%, on devient à 51% de capitaux publics, pour garder la majorité. Et puis ensuite, on veut garder la majorité à 34%, et on finit par une SA tout court à 26% pour France Télécom. Je prendrai acte de votre principal argument pour défendre le changement de statut. Non pas l'argument non dit, non avoué, qui motive le patron de la Poste, celui qui a été l'initiateur de ce changement de statut. Je ne parle pas de l'avantage qu'il va retirer au niveau des rémunérations, celui de multiplier par 2, par 3, voire plus, le montant des revenus des cadres dirigeants. Mais si, monsieur le rapporteur, vous savez bien que dans ce cercle dirigeant, il joue à ceux qui vont avoir la plus grosse rémunération, bien sûr. Non pas l'argument non dit, non avoué, qui motive les dirigeants, multipliant les acquisitions, les cessions, les fusions, les liquidations. Bref, le statut de société anonyme autorise le jeu favori des dirigeants prédateurs, le monopoly boursier. L'argument officiel est le besoin de financement d'un montant évalué à près de 2,7 milliards pour moderniser la Poste. Comme les règles européennes, au nom du respect de la libre concurrence, ne permettent pas à l'État cet investissement, il faut donc doter la Poste d'un statut de société anonyme pour que la Caisse des dépôts et l'État investissent cette somme sous forme de capital.
Vous pensez que la Commission européenne... Attention, monsieur Desessard, il vous reste une grosse minute. Ben oui. Je vous dirais bien que j'engage la conclusion, mais... Deuxième remarque. Mais ne vous en faites pas, je suis là toute la semaine. Ce que je ne vais pas dire maintenant, vous aurez l'occasion de l'entendre. À moins que vous ne soyez pas là toute la semaine, mais bon. Alors, vous pensez que la Commission européenne va être dupe de cette grosse ficelle? Ainsi, et l'État et un établissement financier vont contribuer à hauteur de 2,7 milliards sans exiger un retour sur investissement. Et cela passerait inaperçu auprès de la concurrence et de la Commission européenne. Autant le dire tout de suite, vous lancez la privatisation et en plus, vous lui donnez un cadeau de 2,7 milliards. Voilà. Alors, je vais m'engager vers la conclusion après une remarque à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez dit hier, lors de la présentation du projet de loi, craindre Achevez. Monsieur le Président, il faut décompter le temps du UMP, là, il m'interrompt. Hein. Monsieur le ministre, vous avez dit hier, lors de la présentation du projet de loi, craindre, au mieux, vous avez même dit, que l'opposition ne vous pourrisse la semaine. Eh bien, monsieur, ce risque de vous pourrir la semaine, je le prends, car je considère que ce projet de loi va pourrir la vie de milliers de salariés, de millions d'usagers, pour des années et des années. Allez, j'ai pas fini, Monsieur le Président. Allez, vous concluez, allez. C'est pourquoi les sénatrices et les sénateurs verts, à l'instar de l'ensemble de l'opposition, s'opposeront à ce texte, considèrent qu'il doit être mis en débat dans la société et qu'il doit être soumis à un référendum national. Merci. La discussion générale est close. Je vais demander au gouvernement. Simplement, je voudrais, pendant que nous sommes... La discussion de la motion référendaire, pour que chacun le note bien, aura lieu demain matin à 9h30. L'auteur, au nom des auteurs, en l'occurrence le président Bell, aura 20 minutes. Puis la commission, monsieur le président Émorine, monsieur le rapporteur Hérisson, 20 minutes. Et le gouvernement, un temps estimé maximum de 20 minutes. Naturellement, le gouvernement s'exprime quand il l'entend. Le temps attribué au groupe en supplément de ce temps est pour l'UMP de 39 minutes, le groupe socialiste de 32 minutes, le groupe de l'Union centriste de 16 minutes, le groupe communiste républicain citoyen sénateur des partis de gauche de 15 minutes, et le groupe du RDSE de 13 minutes, et les sénateurs n'appartenant à aucun groupe de 5 minutes. Je voudrais préciser avant la réponse des ministres le déroulement approximatif de notre journée, pour que chacun ait bien en tête. Après la réponse du ministre, nous avons examiné 3 motions. Puis, à l'issue de ces motions, nous entamerons l'examen du texte avec 27 amendements avant l'article 1er, puis 12 orateurs inscrits sur l'article 1er, et ainsi ira le déroulement pour une séance ce soir qui devra s'achever autour de minuit pour permettre à 9h30 de pouvoir entamer l'examen de la motion référendaire. J'ai obtenu l'accord des groupes, ceci est bien confirmé, acte est donné de cette organisation, ce qui permet donc à chacun de ramasser ses papiers jaunes, à d'autres et de considérer que nous sommes maintenant entrés. Alors pour répondre... Monsieur Michel Mercier répond d'abord à l'ensemble des orateurs, si vous voulez bien venir ici. Et ensuite, monsieur Estrosi. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est vrai que les Français aiment la Poste et que nous aimons tous la Poste. Exactement. Exactement. Et Monsieur Fischer, vous ne pouvez pas douter de cet amour que nous avons tous pour la Poste, pour des raisons toutes simples. Eh bien justement, Madame Borvo, si vous voulez bien me laisser parler, ce sera vraiment nouveau de votre part, mais je voudrais dire que des preuves, je vais vous en donner. Et je vous remercie de m'avoir poussé à entrer dans le vif du sujet immédiatement. Je voudrais aborder les questions qui sont relatives à l'aménagement du territoire et répondre ainsi aux 17 sénateurs et sénatrices qui sont intervenus et tous ont abordé ce sujet de la présence postale. Monsieur Estrosi répondra à chacun d'entre vous sur les autres aspects du texte. Mais je voudrais dire que, tout d'abord, si nous sommes aussi attachés à la Poste comme service public et symbole de service public, c'est parce qu'il y a en France 17 000 points de contact Poste. Nous sommes le seul pays européen à avoir autant de points de contact Poste par habitant, sauf peut-être avec le Portugal. C'est cette présence, ce maillage de l'ensemble du territoire qui fait l'originalité de la Poste. Pour le gouvernement, la Poste est le symbole du service public, de son organisation, de sa capacité à s'adapter et de sa présence sur l'ensemble du territoire. Dans le projet de loi qui vous est soumis, un certain nombre de garanties sont apportées, soit par le projet lui-même, soit par les amendements qui ont été déposés et discutés en commission et acceptés par le gouvernement. Tout d'abord, le projet de loi rappelle les missions de service public exercées par la Poste. Le service universel postal, le service du transport et de la distribution de la presse, le service de la présence postale et le service de l'accessibilité bancaire. Ces 4 missions sont essentielles. Elles sont différentes les unes des autres et dans la perception qu'en ont nos citoyens, elles sont un ensemble que l'on ne peut pas partager. Que dans une commune rurale ou dans le plus petit des hameaux, le facteur puisse venir chaque jour apporter le courrier et le journal, c'est quelque chose qui est à la base même de notre vie sociale. Que l'on puisse trouver à moins de 5 km ou à moins de 20 minutes en voiture un bureau de contact Poste est tout aussi essentiel et qu'il y ait une banque postale où tout le monde puisse ouvrir un compte donne une autre perception de la banque que celle que l'on a pu avoir à travers la crise financière et je crois que c'est très bien ainsi. Le projet de loi tient compte à la fois de cet attachement aux missions de service public de la Poste et aussi tient compte, très naturellement, des évolutions des choses. La dématérialisation du courrier, le courrier électronique qui remplace le courrier papier. Il serait vain, par exemple, de vouloir maintenir partout des bureaux de poste et de ne pas offrir aux zones rurales l'accès au très haut débit. Ce serait le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut maintenir la présence postale sous un mode adapté et en même temps offrir le très haut débit à tous les territoires de notre pays et c'est ce que le gouvernement souhaite faire. Alors, les missions d'aménagement du territoire. 14 000 communes ont un point Poste sur leur territoire. 14 000 communes sur 36 000 communes, c'est quand même une présence qui est inimaginable. Il suffit de voir les choses. 60% du réseau de la Poste est situé dans des communes de moins de 2000 habitants, ce qui est quand même tout à fait remarquable de cette présence postale à laquelle nous sommes tous attachés. Le projet de loi maintient ces 4 missions. Rien n'obligeait le gouvernement à rappeler ces missions de service public dans le texte.
Le texte obéit à une obligation constitutionnelle de transcription de directives et le gouvernement a choisi de rappeler ces missions qui étaient déjà inscrites dans la loi, de les rappeler, de les ancrer à nouveau dans le marbre législatif et de leur donner un certain nombre de garanties supplémentaires. Eh bien, on voit que vous avez qu'une relation lointaine avec la pierre, mon cher collègue, parce que c'est assez rare que le marbre fonde. Et quelles sont ces garanties supplémentaires que l'on va inscrire dans le texte de loi grâce au travail du rapporteur et de l'ensemble de la Commission? C'est tout d'abord inscrire dans la loi qu'il n'y aura pas moins de 14 000 points de contact poste. Ça, c'est très important. Pour la première fois, figurera dans un texte législatif le nombre des 17 000 points. C'était juste pour voir si vous m'écoutiez vraiment. Hein? Bien, poursuivez, Monsieur le Ministre. Non, mais ça, c'était des réminiscences, on n'y peut rien. Donc, d'abord, inscrire les 17 000 points postes. Deuxièmement, il y a des discussions entre la Commission et le gouvernement, entre le rapporteur et le gouvernement, qui visent à assurer le financement de l'existence de ces 17 000 points postes. Nous aurons l'occasion, tout au long des débats sur l'article 2 et l'article 2 ter, de discuter de cette question du financement. Elle est naturellement essentielle. Il faut d'abord que l'on sache clairement et de façon non contestable quel est le coût de cette mission de la présence postale. Il faudra donc expertiser le coût. La Poste nous avance un chiffre. Il est normal qu'il y ait aussi une expertise indépendante de ce coût et nous sommes prêts à accepter les amendements qui iront dans ce sens. Et ensuite, nous mettrons au point un mode de financement qui assure le maintien de ces 17 000 points postes. Avoir l'ensemble de ces missions, le nombre de ces points postes est quelque chose qui est tout à fait essentiel pour toute politique d'aménagement du territoire et notamment d'aménagement du territoire rural. Je souhaite, pour ma part, pouvoir utiliser la Poste pour qu'elle reçoive d'autres services publics. Que l'on puisse, par exemple, dans un point Poste, trouver une borne de visioconférence pour la MSA, pour la sécurité sociale ou pour tout autre service social qui n'existe pas et qui n'a jamais existé sur ces territoires ruraux. Il faut qu'à la fois on modernise la Poste et qu'on amène un plus dans les points postes. Il ne s'agit pas de se contenter de l'existant, il s'agit d'aller plus loin. C'est en tous les cas le but que nous poursuivons avec ce projet et nous aurons l'occasion de développer tout cela au cours des discussions que nous lançons pour les assises des territoires ruraux et à partir de là, bâtir une politique de présence des services publics sur l'ensemble du territoire et notamment sur l'ensemble des territoires ruraux. Voilà ce que je souhaitais rappeler au moment où l'on aborde l'étude de ce projet de loi relatif à la Poste, service public, service au public, présent de façon exceptionnelle sur l'ensemble des territoires. C'est le but que poursuit le gouvernement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole, dans quelques instants, va être à Monsieur Christian Estrosi, ministre chargé de l'Industrie. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bon, je vais répondre à chacun des 17 orateurs. Mais on se connaît avec un certain nombre d'entre vous depuis longtemps déjà. C'est pas, vous savez, ça sert à rien de brandir les panneaux référendum. À un moment, on peut se parler quand même, droit dans les yeux. Je vais... Mais
je sais ce qu'est la politique et je sais comment, et je ne le conteste pas, l'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. Mais depuis plusieurs années, il y en a un certain nombre d'entre vous sur tous ces bancs qui sont venus me voir régulièrement dans mon bureau, et notamment lorsque j'étais ministre en charge de l'aménagement du territoire, et qui à l'époque me disaient « Écoutez, monsieur le ministre », d'autres plus familièrement, même sur ces bancs par mon prénom, pour me dire voilà, je suis en zone blanche téléphonie mobile, j'ai pas la DSL, vous venez d'inventer les pôles d'excellence rurale, ça serait vraiment bien que sur la santé, sur la culture, sur l'agriculture, sur le sport, sur le tourisme, sur les loisirs, sur la filière bois, sur l'élevage, sur un certain nombre de sujets, ou d'autres, au moment du grand débat sur les pôles de compétitivité, quand il s'agissait d'arbitrer au SIAT du 12 juillet 2005, est-ce qu'il en faut 60? Est-ce qu'il en faut 12? Vous savez, j'ai plein de PME qui, en se regroupant dans mon canton, dans ma circonscription, dans mon département, et en se décloisonnant avec l'université, pourraient permettre de développer plus rapidement une nouvelle économie sur mon territoire. Comment chercher des solutions lorsqu'ensemble nous avons discuté avec l'Association des maires de France de la charte des services publics en milieu rural, tous ces sujets, je vous le dis, après de toute façon je sais très bien de quoi sera fait le débat, il y aura un soutien, il y aura une opposition et c'est ainsi que va la vie démocratique. Mais il est important de rappeler quand même quand nous sommes tous des élus locaux, et nous le sommes avec Michel Mercier, et nous sommes confrontés depuis des années dans nos responsabilités d'élus locaux, aux mêmes réalités, quels que soient les territoires sur lesquels nous nous trouvions. Je dis bien aux mêmes réalités. Et donc tout cela, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, ici aussi, nous les avons partagés ensemble. Vous m'avez invité quelquefois à venir chez vous, même quelquefois à inaugurer des bureaux de poste dans vos circonscriptions ou dans vos départements. Et nous savons à chaque fois qu'il y a entre le terrain, entre la réalité humaine et entre le débat politique et politicien quelque chose de si différent, malheureusement. Alors les choses sont ainsi faites. Mais je peux vous dire que lorsqu'on m'a confié cette responsabilité, lorsque le président de la République, lorsque le Premier ministre m'ont confié cette mission il y a quelques mois de cela, d'occuper cette place, avec dans mon décret d'attribution d'avoir la charge d'une des plus belles entreprises publiques de notre pays, celle de la Poste. Après avoir mené tous les combats que j'ai menés dans mes villages et dans mes cantons pour essayer de sauver ici un greffe de tribunal d'instance, une brigade de gendarmerie, une trésorerie, un bureau de poste, un bureau de télécom, tout ça, je connais par cœur. Et je n'aurais jamais accepté, dans les responsabilités qui sont les miennes, de venir devant le Parlement présenter une réforme postale de cette nature si au fond de moi-même, j'avais la certitude que quelque part, je mettrais un tant soit peu en difficulté le caractère du service public de la Poste, ses missions de service public et le maintien à 100% de son statut public à l'intérieur de cette réforme. Je vous le dis avec la force de mes convictions et avec la force de ma détermination. Ceci étant dit, maintenant, on rentre dans le débat. On rentre dans le débat, bien évidemment, et il y a un besoin d'explication. Vous essayez d'utiliser le spectre de la privatisation. Et en même temps, je regrette une chose, parce que franchement, j'en connais là aussi beaucoup d'entre vous qui ont des démarches, quelquefois, voire même souvent constructives, quand il s'agit d'intérêt général. Vous venez de suivre la suite du projet de loi sur la réforme de la Poste. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsénat.fr. À suivre le journal de 18h présenté par Emmanuel Kessler. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.